L'alcool, dès que je me levais le matin, mon premier souci, c'était d'en trouver. Aujourd'hui, les invités de Toute une histoire racontent comment l'alcoolisme a détruit leur vie. J'étais loin d'imaginer que l'alcool pouvait mener à la mort. Quand vous devenez dépendant, déjà, il faut l'accepter, il faut accepter que vous êtes malade. Quand vous apercevez que l'alcool est plus fort que vous ne dominez pas la situation. Exactement, qu'il vous faut la dose pour aller travailler, pour sourire aux gens, pour vivre. Ne plus boire une goutte d'alcool ou apprendre à gérer sa consommation, comment faut-il faire pour s'en sortir? Moi, je suis malade, alcoolo, dépendant, abstinent, libéré, heureux. J'ai pas bu depuis 2 semaines, là. Je veux pas m'interdire de boire, en fait, quoi. Si on est dépendant, on ne peut pas gérer sa consommation. C'est alcool zéro, sinon c'est le trou à nouveau. Contrôler, pour moi, c'est pas possible. C'est inenvisageable. Ce que j'espère, c'est m'en sortir carrément et ne plus boire une goutte d'alcool. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Nous parlons de l'alcoolisme. Aujourd'hui, l'alcoolisme qui est une maladie, on ne le répétera jamais assez, mais c'est une maladie qui n'est pas reconnue comme telle. C'est une maladie qui reste honteuse. Rares sont ceux qui avouent être dépendants à l'alcool. Et puis d'autres, pendant des années, n'en ont même pas conscience. Ils se mettent à boire de plus en plus souvent, puis ils franchissent la limite. Ils boivent seuls et surtout en cachette, bien à l'abri du regard des autres. Commence alors l'engrenage du mensonge et de la dissimulation. Tous mes invités d'aujourd'hui sont passés par là. Ils ont tout fait pour que personne ne s'aperçoive qu'ils sont ou qu'ils ont été alcooliques. Et parfois, ils sont restés invisibles pendant 20-25 ans sans que leur plus proche entourage ne s'aperçoive de leur état. Je vous demande de les accueillir courageusement et chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Ils vont nous expliquer comment ils ont nié pendant des années leurs problèmes, comment ils ont triché avec leur entourage, les personnes qu'ils aimaient, nous donner aussi plein de clés pour nous aider chacun à notre niveau à détecter et à épauler ceux qui sont malades plutôt que de les laisser s'enfoncer dans le déni. Corinne, c'est ce que vous avez fait pendant quelques années. Votre mari était alcoolique. Oui. Vous l'aviez vu pendant des années? J'avais vu une consommation un peu plus que normale, mais la région voulant que... La région? La région. J'habitais une région où la consommation d'alcool était assez importante. Donc, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Un jour, il s'est déclaré à vous, il vous a dit qu'il était malade. Comment vous avez réagi ce jour-là? La vérité, c'est qu'il m'a dit je suis malade, je suis comme mon père, je suis alcoolique. Et je ne connaissais pas cette maladie et je lui ai répondu écoute, non, tu n'es pas comme ton père. Pour moi, un alcoolique, c'était un clochard. Il était sans travail. Un clochard. Est-ce qu'il n'était pas le cas de votre mari? Mon mari n'était pas un clochard, c'était quelqu'un de beau, d'intelligent, qui s'occupait bien de ses enfants, en tous les cas pendant les 15 premières années. Excusez-moi, vous brusquez Corinne, mais en fait, vous n'avez pas voulu voir et quand il vous l'a dit, vous n'avez pas voulu le reconnaître? Ça vous faisait trop mal? Je crois que je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas identifié que c'était l'alcool. Et quand il m'a dit oui, ça, je savais que son père s'était suicidé, mais je ne savais pas pour quelle raison. Donc, je ne voulais pas qu'il fasse comme son père. Et j'ai donc, je crois, refusé de croire et la conséquence qui pouvait arriver et l'alcoolisme, forcément. Comment a-t-il terminé, votre mari? Il s'est suicidé. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais c'est pour parler à travers votre témoignage, madame, évidemment, sans vous stigmatiser, pour essayer de comprendre comme c'est difficile d'être avec quelqu'un qui est malade, de savoir l'accompagner, trouver les mots justes, et puis de pouvoir l'aider à rebondir quand il demande au secours. On va commencer avec ce premier reportage, l'alcoolisme, maladie honteuse, tellement difficile à dire aux autres, tellement difficile aussi à faire reconnaître par les autres. Nous sommes rendus au centre de cure de Lamembrol, près de Tours, pour recueillir donc le témoignage de malades alcooliques qui le vivent au quotidien. En France, près de 5 millions de personnes ont des problèmes liés à leur consommation d'alcool. Chaque année, 45 000 d'entre eux décèdent de maladies associées à cette dépendance. Ce problème de santé publique n'épargne personne. Hommes, femmes de tous âges et de tous milieux sont susceptibles d'être pris au piège de l'alcoolisme. Mon alcoolisation, je dirais, si on reprend le processus de mon alcoolisation, ça a commencé, je dirais, un peu comme monsieur tout le monde, quoi. On va consommer de l'alcool avec des amis, etc. Et puis après, bon, ça devient plus festif, ça devient un besoin. Un moyen pour les dépendants alcooliques de s'en sortir, suivre une cure.
De 2 semaines à 3 mois, les séjours dans des établissements spécialisés permettent aux malades de se sevrer. Ici, en plus du soutien médical et psychologique, on réapprend à vivre en société sans alcool. Exemple avec ce bar où l'on ne sert que du café. J'étais arrivé à un point aussi que je ne vivais même pas devant la famille. Pour vraiment leur cacher ma maladie, quoi. Pour vraiment leur cacher que je buvais. C'est-à-dire que quand il y avait des repas de famille, tout ça, j'étais au coca. J'étais le seul au coca, à la Mentalo. En fait, une façade. Une façade. Alors que dès que j'avais 5 minutes, hop, j'allais m'acheter un flash de whisky ou une bière. On boit tout seul, de toute façon. On boit en cachette. On essaie que ça se voit pas. En fait, on vit comme un clandestin, quoi, comme un petit peu comme un marginal, un type qu'on retrouvait dans la rue, sous les ponts. On aime bien donner une bonne image de soi, mais en fait, on veut donner une bonne image de soi, mais ce qu'on oublie, c'est que ça se voit. En ce qui concerne le mensonge, qui est souvent mis en avant par l'entourage du patient, hein, et qui crée des incompréhensions dans l'accompagnement du patient, c'est vrai qu'il existe. C'est vrai qu'il existe car le patient, tant qu'il n'a pas trouvé les moyens autour de lui de pouvoir se soigner, il va avoir tendance à dissimuler sa consommation et à nier sa consommation. C'est ce qu'on appelle nous aussi dans notre jargon médico-social le déni, hein, le déni de la maladie. Et c'est vrai que longtemps le patient, s'il n'est pas mis en confiance, si on ne lui a pas montré un peu le chemin par lequel il pouvait sortir de cette dépendance et que c'est une véritable maladie, parce que lui aussi il a du mal à se considérer comme malade au départ, eh bien il va être dans cette position-là et il faut aussi le faire comprendre à l'entourage. Bon, on refuse, on refuse de dire qu'on a un problème. Moi, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui avoue oui, j'ai un problème avec l'alcool. C'est pas vrai. Parce que, bon, au niveau de la famille, ça passera mal. Au niveau de la possession, alors là, c'est même pas la peine d'en parler parce qu'un type qui boit, on n'en veut pas. Donc, on va pas aller voir sa hiérarchie ou si, on peut en parler avec ses très proches. Mais on va pas aller voir ses amis ou n'importe qui en disant, ouais, j'ai un problème avec l'alcool, ça va pas, etc. Ça, c'est complètement tabou. Au centre de la Membrole, près de Tours, des ateliers pratiques sont également proposés aux malades. Une façon de reprendre contact avec le travail. Le but, préparer sa sortie, une étape angoissante pour la plupart des patients. Ici, ils se sentent protégés. Dehors, il faudra affronter le regard des autres. Sortant d'ici, comment je vais pouvoir annoncer ou gérer ça, hein, parce que bon, si je me retrouve devant n'importe qui, j'aurais toujours du mal à l'avouer, ça, j'ai pas à me le cacher. Bon, pour les gens qui sont au courant, il n'y a pas de souci. Au contraire, je sais que bon, ma famille m'aidera, mes proches m'aideront. Mais vis-à-vis, bon, si on raisonne au niveau professionnel, au niveau relationnel, avec les gens comme ça, eh ben, j'aurais quand même du mal à l'avouer. Et parce que j'ai l'impression que les gens ne comprendraient pas ce qu'est cette maladie. Bon, l'alcoolisme, pour bon nombre de gens, c'est une tare, quoi. Comment résonnent ces témoignages dans la tête de nos témoins, Simon, ce sentiment de honte, par exemple? C'est vrai que c'est un sentiment de honte parce que c'est pas reconnu. L'alcool est tellement ancré dans notre vie, dans le social, qu'on ne le voit pas comme étant un défaut, comme étant... Non, mais au début, quand vous avez commencé à boire, c'était même une fierté. Ouais, quelque part, il y a une sorte de fierté. Et comment ça devient une honte par la suite, bien sûr? Oui, ça devient une honte quand la dépendance vous rattrape. Quand vous devenez dépendant, déjà, il faut l'accepter. Il faut accepter que vous êtes malade. Moi, ça a mis assez longtemps pour que je me rende compte. Mais quand vous apercevez que l'alcool est plus fort que vous ne dominez pas la situation? Exactement, qu'il vous faut la dose pour aller travailler, pour sourire aux gens, pour vivre. Eric est en duplex avec nous. Bonjour, vous témoignez anonymement aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous parlez de ce sentiment de honte, vous aussi. Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes à l'abri du plateau? Oui. Oui, c'est une honte. Et puis, c'est point de vue de la famille. Je veux pas que ça se sache pour ma fille. Et puis, point de vue de mon entourage proche, quoi. Alors, vous vous battez contre l'alcool. Vous sortez d'une cure de désintoxication. Oui. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Vous avez rechuté depuis? Oui. Combien de temps après être sorti? La semaine d'après. Vous avez bu aujourd'hui? Non. Vous vous sentez comment? Non, je me sens un petit peu tout nu, quoi. On va dire... Pardon de vous pousser, vous n'avez même pas bu un petit verre aujourd'hui? Si, juste un petit peu pour
Bah, c'est pour le stress, quoi. Un verre de quoi? De rhum. Seul? Oui. Vous restez avec nous, Eric, parce que vous avez décidé de vous bagarrer comme un dingue pour essayer de vous en sortir. C'est pas facile parce que vous sortez de cure et vous avez déjà rechuté. Votre femme sera avec nous tout à l'heure au téléphone pour vous encourager. Elle ne vous entend pas pour l'instant. Donc surtout parlez en toute liberté et n'hésitez pas à réagir aux témoignages de nos invités. En tout cas, merci de votre sincérité. C'est pas facile à... C'est pas facile à avouer, hein. Comment on commence à s'enfermer dans le mensonge, boire seul, en cachette, à l'abri du regard des autres. À la première question, vous avez vu, Eric me répond non. Et puis à la deuxième, il finit par le dire. Vous avez déjà été dans cette situation? Non, moi j'ai jamais eu honte de boire. Moi par contre, j'ai jamais bu avant 18h. Jamais bu le matin, jamais l'après-midi. Enfin si, ça m'est déjà arrivé au repas de famille. J'ai toujours bu la nuit en fait. Et pour vous, ça fait une grande différence avec boire pendant la journée? Bah, disons que je me suis jamais réveillé le matin avec la tremblote. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand le soleil se couche? Je sais pas, mais enfin, je sors du travail, je suis un petit peu euphorique d'avoir terminé. Et puis ben, j'ai envie de me boire une bonne pinte, quoi. Avec des copains, donc généralement au bar? Ouais. Jusqu'au moment où on commence à boire seul? Vous avez connu ça aussi? Ouais. Mais bon, moi je me considère pas vraiment... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire alcoolique, en fait, quoi. Vous n'avez pas bu ce matin? Non. Vous avez bu hier soir? Non, j'ai pas bu depuis 2 semaines, là. Mais je veux pas m'interdire de boire, en fait, quoi. Alors Christophe est votre parrain de cœur, donc... On peut dire ça, ouais. Comment on dit? Ancien alcoolique? Non. Comment vous dites-vous? Moi, je suis malade, alcoolo-dépendant. Abstinent. Abstinent, libéré, heureux. Qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça? Ce qui me fait rigoler, Jean-Christophe connaît ma position par rapport à la maladie alcoolo-dépendante. Si on est dépendant, on ne peut pas gérer sa consommation. C'est ce que j'ai fait pourtant, moi. J'ai réussi à le faire parce que depuis 4 mois, j'ai pas plongé. C'est toujours se mettre en danger. Oui, bien sûr, mais je prends le risque. Je prends le risque. Je prends la liberté de boire. Tu prends le risque. Mais c'est se mettre en danger. Moi, je sais, pour l'avoir tenté maintes et maintes fois, c'est alcool, zéro. Sinon, c'est... On n'avait pas déjà... C'est le trou à nouveau. Je pense pas qu'on avait le même rapport avec l'alcool, parce que moi, déjà, je buvais pas le matin, tout ça, donc je buvais peut-être moins que Christophe. Moi, je pense que ma dépendance était surtout psychologique, quoi. Boire seul, justement, qu'est-ce que ça a représenté pour vous la première fois? La première fois que vous êtes vraiment saoulé la gueule tout seul? Au départ, je suis tout seul dans le bar, mais après, je rencontre plein de gens dans le bar. Ça me permettait aussi de rencontrer plein de gens. Simon, vous avez été élevé aux Antilles, vous. Alors chacun parle de ses régions, a tous l'impression de venir d'une région où ça boit beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une tradition française quand même sur le sujet. Vous avez été élevé dans les Antilles, où c'est le rhum qui est la boisson de prédilection. À partir de quel âge vous avez commencé à y toucher? J'ai touché, mais j'ai pas commencé par le rhum. J'ai touché au vin vers 11 ou 12 ans, la première cuite. Bon, c'était pour faire le fanfaron devant les copains. Ouais, beaucoup de jeunes font ça. Hein. Oui, en général. Et j'ai commencé à boire vers 16 ans et demi, 17 ans. De manière insidieuse et répétée? Oui, avec des collègues, on faisait la fête, on buvait notre rhum. Et c'est vrai que j'ai commencé à être dépendant vers 18 ans et demi à peu près. Ouais, ça veut dire que quand même entre les deux, entre votre première cuite de vin et les 18 ans, l'alcool s'était peu à peu installé dans votre vie. Vous parlez de ces petits coups de rhum qu'on donne aux jeunes gens, mais sans vouloir faire de mal évidemment, plutôt pour faire plaisir. C'est une façon de quoi? De faire en sorte que vous deveniez un homme plus vite? C'est ce qu'on nous fait croire dans la société, oui. On nous fait croire dans la société qu'on est un homme si on boit. C'est je vous entendais parler du bar tout à l'heure, mais aller demander une grenadine dans un bar ou une limonade... Mais moi, j'ai jamais eu honte de boire. Hein. Non. Je parlais simplement des bars où, en tant qu'homme, vous allez demander une grenadine ou une limonade, vous passez pour... Pourquoi vous êtes témoigné aujourd'hui, Christophe? Parce que vous avez quand même un parrain, vous allez voir que vous travaillez tous les deux ensemble. J'avais vu un article sur Christophe dans le journal. Oui, vous êtes allé à sa rencontre. Et puis, disons que j'étais assez seul à ce moment-là. Christophe, quand même, me donnait un petit coup de fil... toutes les semaines. Mais Christophe est là pour vous soutenir dans votre combat contre l'alcool, ou vous êtes en train de dire je n'ai pas de problème d'alcool? Ah non, si, moi le problème que j'ai avec l'alcool, c'est au niveau du comportement. C'est-à-dire que ça me posait problème au niveau des rapports sociaux, quoi. À part ça... De violence? De quoi? Violence verbale, ouais. À partir du moment où l'alcool nous pose des problèmes dans notre vie, dans la vie sociale, c'est qu'on a un réel problème avec l'alcool. J'ai jamais dit que j'avais pas de problème avec l'alcool, mais... Ah si, vous avez dit que vous n'avez pas de problème avec l'alcool. Travail. Oui. Jamais non, vous dites que ça ne me gêne pas, donc ça pourrait se traduire par je n'ai pas de problème, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Jeanne? Bah oui. Bah oui, quoi? Bah oui, c'est pas gênant. S'il a besoin de boire son petit verre par jour, c'est pas pour ça que c'est un poivreau. Faut arrêter. On vit dans un milieu...
aujourd'hui où l'alcool est en vente partout. Et après, parce qu'on va boire 3 verres par jour, on est considéré comme des poivreaux. C'est votre cas? Désolée. Oui. Moi j'ai passé toutes les phases. Hein. Je veux dire, je suis déjà née dans le milieu alcoolique, donc ça a été très facile pour moi. Ensuite, j'ai eu un grave problème qui a fait que je suis moi-même devenue alcoolique dure. Et ensuite, je suis devenue alcoolique mondaine. Oui, vous dites alcoolique mondaine aujourd'hui, ça veut dire quoi exactement dans votre bouche? Alors, c'est quoi une alcoolique mondaine? Tu vas trouver ça trop top. C'est quelqu'un qui ne boit pas tous les jours, mais que de temps en temps, elle se prend 3 pintes, 4 pintes. Ça dépend ce qui s'est passé dans la journée. Ouais, en fait, je suis quelqu'un qui a une vie publique, donc c'est déjà plus facile pour picoler. Alors, attendez, c'est quand vous sortez ou c'est tous les jours? Non, c'est quand je sors ou quand j'en ai envie. Quand c'est comme ça dépend. C'est une zine, comme on dit chez nous. Ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous avez envie de dire, c'est que ce jeune homme, Jean-Christophe... Mais il a raison. Moi, je veux dire, je n'ai rien contre les gens qui boivent, je n'ai rien contre les gens qui ne boivent pas. Qui nous interdit, qui nous donne le droit de nous interdire de boire? On fait ce qu'on veut de notre vie, dans la limite où on fait de mal à personne. Moi, je vais vous dire, quand j'ai ma tamponne, je rigole avec mes mômes, ils me disent je suis rigolote, et c'est tout. Maintenant, j'aurai l'alcool méchant. Je serais une garce, je ferais un quart de ce qu'on m'a fait quand ils étaient en état d'ivresse. Enfin, effectivement, j'arrêterai tout de suite. Vous avez connu l'alcool minable, vous, quand vous étiez plus jeune? Oui. En fait, j'ai eu le malheur d'avoir une maman alcoolique et un papa absent. Donc, j'ai vécu un schéma classique, le père qui fait des apparitions, la mère qui est bourrée, qu'il faut planquer ses bouteilles, le père qui devient violent avant de repartir, la mère qui te frappe dessus parce que le père a tapé dessus. J'en ai vu des vertes et des pas mûres par rapport à ça. Donc vous avez vu votre maman boire, cacher des bouteilles. On verra comment tout ça s'organise, parce que les alcooliques sont des super menteurs, dissimulateurs. Vous-même, vous y êtes passé par là? Bien sûr. Vous avez caché des bouteilles aussi? Oui. Où? Moi, c'était... J'aime pas le dire comme ça parce que je veux toujours donner la cause du pourquoi à ce moment-là j'étais devenue comme ça. Parce que justement, je voulais jamais devenir comme ça. Mais on ne vous juge pas, madame, vous le savez, ça quand même. Tu peux me juger, là. Dans ce cas-là, c'est vous qui avez envie de donner les causes. Non. Vous avez bu un verre aujourd'hui? Non. Bah non, pas encore. Tout à l'heure. Quand je serai soulagée d'être passée. Non, je vais dire. En fait, oui, je suis devenue une alcoolique dure parce que j'ai découvert mon enfant décédé dans son lit. Donc j'ai sombré dans l'alcool, j'ai sombré dans les médicaments. Personne ne me comprenait, j'avais plus de famille, j'avais plus rien. Et je vais dire, à la limite, là, je peux dire merci à ma mère parce qu'elle m'avait appris la bonne école du vice. Parce que j'ai pu planquer mes... En fait, mon époux, à l'époque, partait travailler. J'allais au magasin du coin, je buvais les canettes et je les jetais à travers le champ derrière. Faut pas qu'il le voie, quoi. Il voyait rien. Et puis un jour, il n'a pas travaillé d'un week-end, et puis il est arrivé un moment où je suis tombée en manque d'alcool. Et là, c'est les tremblements, on devient légèrement psychopathe. Et puis je lui ai demandé une bière, et puis il m'a dit tiens, tu bois? Je dis juste pour manger. Et puis il m'a dit tu t'es vu, tu ressembles à ta mère. Et quand je me suis rendu compte de tout le mal que ma mère m'avait fait, j'ai commencé à pleurer. Il m'a dit tu bois? Et là j'ai pleuré, j'ai dit oui. Et il m'a emmenée à l'hôpital. Et là, devant le docteur, c'était non d'office, c'est pas vrai. De toute façon, j'ai jamais vu des poivreaux dire qu'ils boivent. Mais moi, je vais dire oui. Là, devant le docteur, j'ai dit non. Et le docteur a eu une phrase magique, comme mon ex-mari. Il m'a dit, madame, vous avez une dépression logique. À vous de savoir si vous voulez vous en sortir ou pas. Et effectivement, je suis rentrée à l'hôpital. Je faisais plus que 32 kilos. J'étais devenue une épave. Hein. Vous vous rendiez compte que vous étiez malade alcoolique? Vous le disiez vous-même? Non. Je vais dire que c'était une autodestruction volontaire. Autour de vous, on le savait? On le voyait? Tant qu'il quelqu'un qui ne voit pas que quelqu'un y a bu, c'est quelqu'un qui est aveugle. Qui a réussi à le cacher pendant longtemps qu'il était alcoolique? Moi, j'ai commencé à boire, j'avais 15 ans, dans le travail. J'étais apprenti pâtissier. C'était le petit bouchon de rhum à 4 h du matin pendant la pause café. Et la bière, je fréquentais mes maîtres d'apprentissage, des gens qui m'ont appris mon métier, avec 10 ans de plus que moi. Alors ça, c'est toute la genèse, ce qui est très importante. Mais sur ma question précisément, à qui vous avez réussi à le cacher pendant si longtemps? Mais à tout le monde. Moi, tout le monde me connaissait avec toujours au moins 1 gramme d'alcool dans le sang. C'était pas caché, alors tout le monde le savait? Non, personne ne s'en apercevait. C'est justement quand j'en avais pas dans le sang que qu'on me disait que j'avais bu, moi. C'est-à-dire? Mais j'étais plus dans un état normal, dans ce que eux considéraient comme un état normal. C'est-à-dire que bourré, vous étiez comment alors? J'étais pas bourré. À 1 gramme, j'étais pas bourré. Et vous arriviez à gérer votre gramme? Votre dose d'alcool? Pas toujours. Après, j'ai aussi ce côté alcool festif où là, je me bourrais la gueule. Mais généralement, au quotidien, comme ça, vous arriviez à gérer? Vous rentriez chez vous le soir? Oui. Votre femme? Non, ma femme ne voyait pas. Je m'arrêtais au bar avant d'arriver à la maison. Je prenais votre dose? Je buvais mes 3 bières. Changer de bar tous les 3 mois pour pas faire de copains et pas rentrer bourré tous les soirs. Mais ma femme me servait l'apéritif en rentrant. Mais elle n'avait pas l'impression que vous aviez quelque chose comme un espèce d'animal mort à l'intérieur de la bouche? Non, mais ça, on a des astuces. On a des astuces quand même. C'est-à-dire que moi, je me suis brûlé à l'intérieur de la bouche à force de faire des bains de bouche. Des bains de bouche, hein. Le système pour pas que ça se voit.
des bonbons à l'amande bien forts, des trucs comme ça. Puis on évite de boire, enfin moi j'évitais de boire le quart d'heure, 20 minutes avant de rentrer à la maison pour pas que ça se voit. J'avais une haleine d'alcool, c'est sûr, j'avais l'haleine, mais bon, j'avais pas une haleine de quelqu'un qui venait de boire ou qui avait... Puis de toute façon, comme vous, c'est pareil, moi ça se voyait pas du tout. C'est quand j'avais pas bu que ça se voyait et que je vomissais, je titubais, j'avais vraiment tous les symptômes de quelqu'un bourré. Mais quand je buvais, c'est pareil, j'arrivais à le gérer. Votre femme ne le savait pas, vous pensez que pendant des années, elle n'a rien su? Si, je pense qu'elle l'a su, parce qu'elle a bien vu à certains moments que j'avais des problèmes de dépendance, si vous voulez. Mais on peut le cacher longtemps? Non, je pense pas. Enfin, oui, longtemps, mais on se fait rattraper un jour ou l'autre. Voilà, on croit qu'on arrive à cacher, mais on se fait rattraper un jour ou l'autre. Ils s'en rendent compte, alors ils s'en rendent compte peut-être pas dans quelle proportion. Ah oui, mais ça, ils ne veulent pas vous faire de mal ou ils ne veulent pas vous faire de bien, ou ils n'ont pas le courage de vous faire du bien. Non, en fait, je pense que c'est les gens qui vivent avec nous, je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais je pense qu'ils savent, s'ils nous ont connus à un certain moment, on va dire normal, hein, et que du jour au lendemain, on commence à avoir des propos incohérents, ou d'une femme coquette, on devient un sac à vin. Je pense que c'est logique. Non, mais là, ça se voit, d'accord, mais si même si vous ne le dites pas, c'est par amour. Si vous a aimé comme ça, il continue à vous aimer tel que vous êtes. Il y a vraiment discussion là-dessus. Je poserai la question à notre alcoologue qui est avec nous sur ce plateau. Est-ce que c'est par amour qu'on ne le dit pas? Simon, vous, comment vous faisiez en sorte que votre femme ne voyait pas votre consommation? On la cache, on a plein d'endroits. On a plein d'endroits pour éviter surtout le manque d'alcool la nuit. Mais bon, enfin, pour moi je planquais dans le congélateur. Je planquais dans le congélateur, je mettais le rhum ne congèle pas, je mettais dans une bouteille plastique, je disais voilà, c'est pour avoir de l'eau frais. Ou alors, j'avais fait une carotte dans le jardin, dans la pelouse, j'avais fait une carotte, je planquais ma bouteille, j'avais une petite motte de gazon qui revenait par-dessus, et avec l'humidité de la Martinique, elle restait verte. Ou alors dans le moteur, je l'avais trouvé dans le moteur aussi, pas mal. Oui, ça fait sourire d'entendre tout ça, parce que c'est assez surprenant. En même temps, on est en train de parler d'un problème qui est vraiment très grave, évidemment. C'est tellement l'horreur, le manque d'alcool. Non, mais c'est un plaisir de vous voir en parler avec le sourire aujourd'hui, parce que ça fait 7 ans que vous n'avez pas bu une goutte et vous vous sentez... J'ai eu quelques rechutes, petites rechutes, mais bon, qui n'ont pas été avec conséquences comme avant. C'est-à-dire qu'une rechute, à l'époque où je commençais à m'en sortir, c'était une semaine de beuverie, 1 litre et demi de rhum par jour, 55 degrés, 10 degrés de plus que le pastis. Wow. Et quand je m'arrêtais, c'était ou le délirium tremens, ou vraiment les hallucinations, le coma éthylique. J'avais des hallucinations quand j'arrêtais de boire. C'était ou le coma éthylique ou j'arrêtais. Donc je décidais d'arrêter, je connaissais le chemin, je savais que j'avais passé par les angoisses. Et vous rebuvez régulièrement aujourd'hui, pas régulièrement, mais de temps en temps? Non, ça m'est arrivé. Mais c'est quoi, c'est des cuites ou c'est juste de l'alcool, un verre de vin à table? Non, voilà, c'est un verre de vin à table, mais tous les... je peux même pas dire tous les 6 mois. Et quand vous buvez un verre de vin, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Vous n'êtes pas tenté d'en boire un deuxième ou un troisième? Non, mais si, je suis tenté, bien sûr, mais je connais le chemin. Et donc, vous savez vous arrêter aujourd'hui? Oui, je sais m'arrêter à un verre. Je sais m'arrêter à un verre, mais je sais que pendant un certain laps de temps... À travers votre exemple, on voit que c'est possible. C'est pas votre avis, en tout cas. C'est pas de l'abstinence. C'est pas de l'abstinence, par contre. Non, mais abstinence, c'est zéro. Simon, tu dis abstinent. Moi, non, c'est pas abstinence. Abstinence, c'est zéro. C'est zéro d'alcool. Moi, je sais que si je regoute, si je reprends un verre d'alcool, un demi-verre d'alcool, je rechute, je retombe, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai testé. Pendant une certaine période, moi, c'est pareil. Dès que je rebuvais, je rechutais aussi sec. C'est sûr et certain. Vous avez qu'une seule peur, c'est que votre femme, en fait, découvre que vous aviez caché vos bouteilles. Quand elle les trouve... À cette époque-là, oui. Elle les a trouvées? Elle en trouvait, oui, qu'elle jetait. C'était l'horreur. Qu'elle jette vos réserves? Bah ouais. Le manque... Et la honte au-delà de tout ça? On s'en fout. On s'en moque dans ces cas-là. Il n'y a pas la honte. On est bien au-delà de ça, quoi. Vous ne vouliez pas qu'elle vous en parle, mais vous vous en moquiez qu'elle le sache? Qu'elle le sache, ça ne me dérangeait pas, parce que j'avais un alcoolisme qui était, on va dire, qui n'était pas agressif. C'était supportable pour l'autre? Voilà, je dormais. Est-ce que la bouteille passait avant elle? Ah oui. Oui, malheureusement pour elle. Je donne la parole à Eric qui est avec nous en duplex. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces conversations, Eric, vous? Ben moi, c'est pareil. J'ai caché les bouteilles, je me voilais la face. Caché où, vous? Caché dans le garage, dans le jardin, n'importe où. Hein. Ça, les cachettes, ça manque pas. Hein. Quand votre femme vous prenait en flagrant délit d'être sous, ça arrivait? Oui, elle vous le dit. Elle vous posait la question? Est-ce que vous niez dans ces cas-là? Ouais, je niais, ouais. Et je niais, ouais, je niais. Et elle vous croyait? Non. Pourquoi vous niez? Parce que je voulais pas me l'avouer. Qu'en pense notre alcoologue? On vous a aperçu tout à l'heure dans notre reportage. C'est les cachettes, tout ça, vous connaissez? Tous les alcooliques en parlent. Le mensonge, la dissimulation. C'est le point commun? Oui, on va dire ça grossièrement.
C'est vrai que l'alcool lisse les relations, lisse les présentations et que des gens très très différents qui peuvent avoir tous les statuts sociaux, des gens de tous sexes, hein, j'ai la moitié de femmes en consultation. Et vous dites jusqu'au plus haut niveau de l'État aussi? Je n'ai pas accès au plus haut niveau de l'État, mais c'est vrai que ça va très haut. Non, c'est très impressionnant. Maintenant, c'est vrai que tout à l'heure vous accrochiez sur la notion d'amour dans le couple. Il y a quelque chose de très fort. L'alcool finit par être un personnage à part entière dans le couple, c'est le troisième. Donc vous avez le choix entre communiquer exclusivement avec le troisième et on ne se parle plus, et c'est souvent la crise dans laquelle vivent des couples avec une forme de désenchantement du couple. Donc le troisième devient le deuxième, quoi, pour... Oui, tout à fait. Passe devant. C'est tragique parce que en fait, chacun cherche l'autre derrière, mais il y a toujours la bouteille ou le fantôme de la bouteille, ce qui veut dire que même quand ça va bien, on n'arrive pas à croire que ça va bien, et d'où des problèmes de couple qui vont au-delà de l'arrêt de l'alcool. Ou bien alors on dit qu'il n'existe pas, on dit que ce troisième n'existe pas. C'est ce qu'a tenté de faire madame. C'est-à-dire se dire que tu es là, c'est toi qui compte, et puis ils ont tenu jusqu'au bout. Qu'on puisse cacher son alcoolisme à sa propre femme pendant des années, vous y croyez? Il ne l'a pas caché. Il l'a dit à sa femme. Non, il l'a dit, mais il était déjà très très tard. Hein. Il l'a dit au bout d'un nombre d'années incroyable. Oui, non, mais je pense que vous n'aviez pas envie d'entendre ça de votre mari. Et puis, je pense que tout ça a une histoire. Je pense qu'on est modelé par des générations antérieures. On est un pays où l'alcoolisation est une donnée, j'allais dire, première une tradition de la vie quotidienne. Oui. Et ceci quand même depuis quelque chose comme 15 siècles ou 16 siècles. Il y a une sélection naturelle qui s'est faite autour de ça. On a un miracle. Nous, on n'a que 5 millions de personnes malades de l'alcool alors que tout le monde en boit. C'est miraculeux. Si vous êtes sérieux quand vous dites ça? Je suis très sérieux. Si vous balancez ça dans n'importe quel pays où l'alcool n'est pas quelque chose d'habituel, vous aurez des catastrophes. Parce que vous avez l'impression que les Français savent globalement le gérer? Non, parce que je pense qu'il y a une casse tellement énorme au niveau de l'alcool qu'il faut être très résistant pour arriver à ne pas y succomber. Non, je crois que l'alcool est un vrai produit facile d'accès. Facile d'accès. Alors, bon, avec tous les charmes supplémentaires, mais j'avais envie d'insister sur l'aspect toxique et l'aspect drogue. Mais maintenant, c'est aussi un excellent médicament. C'est quand même le tranquillisant de référence. Et tous les tranquillisants que vous achèterez en pharmacie tentent d'y ressembler, y arrivent à peine. Le résultat, c'est que vous commencez par utiliser le produit qui marche, et puis dans un deuxième temps, vous avez les effets secondaires. Tranquillisant ou anesthésiant, monsieur l'alcoologue? Ah oui, anesthésiant aussi, bien sûr. Anesthésiant, et ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans la vie en étant complètement absents. Et que l'arrêt de l'alcool, alors j'ai quand même envie d'en revenir là-dessus, l'arrêt de l'alcool est un réveil. Alors la cigarette tue 75 000 personnes par an à peu près, l'alcool tue 45 000, c'est moins, mais c'est beaucoup plus que les morts sur la route par exemple, qui sont en dessous de 5 000, et pourtant personne ne prend véritablement le problème à bras-le-corps. Pourquoi? Les lobbies sont trop forts? Monsieur Delarue, le jour où un de vos proches aura un problème avec l'alcool et en mourra, on ne dira pas qu'il est mort d'alcool. On dira qu'il est mort d'une cause très savante et qui permet de ne pas en parler. Une maladie, d'un cancer. Quand on dit 45 000, c'est 45 000, mais on est tellement... On a affaire à une drogue qui est cachée. Enfin, on est vraiment dans le tabou que vous décriviez. On en sait plus sur les drogues et sur les overdoses qu'on en sait sur les morts par l'alcool. On va essayer de sortir du mensonge avec nos différents invités, essayer de comprendre comment on y entre et puis essayer de se donner des possibilités pour pouvoir en sortir, parce que s'enferrer dans le mensonge, sauver les apparences, ça marche vraiment pas très longtemps. Généralement, tout le monde finit par s'en apercevoir au travail. Dans un instant, Eric nous explique comment son patron a découvert qu'il buvait et avec quelles conséquences malheureuses. Mais d'abord, un message de la rédaction. Vous n'avez jamais réussi à oublier votre premier amour. Vous avez retrouvé votre premier amour et vous avez succombé. Vous avez retrouvé votre premier amour et vous avez été déçu. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. J'ai été agressée sexuellement à l'âge de 8 ans et demi. J'ai entendu sur mon portable la voix de l'enfant dont j'ai dû me séparer 21 ans plus tôt. Il y a seulement 4 ans que j'ai appris que mon père avait violé, torturé et assassiné. Mais vous ne vous souveniez pas que vous aviez été violée? Non, pas du tout. Prochainement, les invités de Toute une histoire nous raconteront comment un événement ressurgi de leur passé a bouleversé leur vie. C'est au moment de l'accouchement de ma fille que j'ai eu des flashs et un film et j'ai tout revécu. Tout est revenu, c'était comme si ça s'était passé la veille. Après, je suis revenue petite, j'étais... C'était pas passé finalement. C'était pas passé comme vous le pensiez. Maintenant c'est terminé, c'est passé, bon voilà. Moi je pense pas qu'on puisse faire une croix sur le passé, en tout cas pas avec ce genre d'histoire. Alors on parle d'alcool dans la vie de couple.
Dans la vie personnelle, pour les célibataires, également aussi dans la vie professionnelle, on essaye toujours de sauver les apparences. On pense que personne ne voit, pendant un bout de temps en tout cas. On a l'impression que personne ne s'en aperçoit. Et puis, comme il n'y a pas de moment de répit dans la journée, eh ben, le travail devient compliqué, un lieu d'angoisse où là aussi, il faut se cacher comme à la maison, se cacher comme quand on passe au bar, trouver des mille et une ruses pour essayer de faire en sorte que ses collègues et son patron ne s'en aperçoivent pas. Eric, vous étiez électricien de formation. Comment vous gériez l'alcool au travail ? Disons que l'alcool, dès que je me levais le matin, c'était mon premier souci, c'était d'en trouver et de savoir comment j'allais l'acheter, comment j'allais le trouver, C'est pas difficile à trouver pourtant. À acheter. Si, parce que au bout d'un moment, ma femme s'en était aperçue. Donc je n'avais plus de chéquier, j'avais plus de carte bancaire. Ouais. Donc après, c'est beaucoup de ruses pour avoir de l'argent, quoi. Et au boulot alors, vous arriviez avec votre bouteille, là aussi vous cachiez Au boulot, oui. Électricien, alors vous vous déplaciez, j'imagine beaucoup, ou est-ce que vous buviez ? J'avais la bouteille dans le camion. Et je buvais ma bouteille dans le camion, quoi. Alors votre patron, après différentes alertes, a fini par vous coincer. Oui. Vous avez été pris en flagrant délit. Il faut informer que c'était un risque aussi. Comment ça s'est passé ? J'ai fait une première cure. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit faut que tu te fasses soigner. Il l'a bien pris, quoi. Enfin, bien pris. Il vous a encouragé en tout cas. Oui, voilà. Il m'a encouragé. Donc j'ai fait une première cure. Un an après, sur un chantier, une fin de chantier, mon client me propose une bière au mois de juillet. Je dis un an après, c'est bon, quoi. Et donc j'ai accepté la bière, et puis après une bière, deux bières, et après c'est revenu à la bouteille assez rapidement. Et comment il vous a pris en flagrant délit ensuite alors, ce patron ? Donc il s'en est aperçu. Donc il m'a dit, faut que tu arrêtes, sinon je vais te coincer, quoi. Et puis, le sachant, mais bon, je faisais un peu la politique de l'autruche, quoi. Je me mettais la tête dans le sable et je me suis dit non, il va pas le faire. Et puis, un jour, il est venu avec un huissier et contrôle test, et puis voilà, quoi. Conséquences professionnelles ? J'ai été licencié. Là j'ai retrouvé du travail, c'est pour ça que... Depuis combien de temps ? Là ça fait 15 jours. Écoutez Patrick, qui est consultant en entreprise depuis une vingtaine d'années ou pratiquement. Bonsoir. Bonjour Patrick, pardon. Vous vous rendez dans les entreprises pour alerter justement les salariés qui ont des problèmes d'alcool. Généralement c'est la direction des entreprises qui fait appel à vous, c'est-à-dire que les patrons le voient. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Écoutez, il n'y a pas que la direction qui s'en aperçoit. 60% de nos demandes émanent de la médecine du travail déjà. Les directeurs veulent garder leurs employés au poste de travail. Quand ils sont conscients que c'est une maladie et qu'il y a des structures de soins pour s'occuper des salariés qui sont alcoolodépendants et qui dysfonctionnent sous effet d'alcool au poste de travail, ils tentent, bien entendu, le sevrage et ils tentent la réadaptation au poste de travail. Et là, vous intervenez ? Et oui, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça et on a réinséré au poste de travail 1850 salariés qui étaient alcoolodépendants au poste de travail. Et qui aujourd'hui sont dans de bonnes conditions ? Qui sont aujourd'hui dans de bonnes conditions. Félicitations pour ça. Hein. Oui. Moi, j'aime mieux qu'on s'occupe des toxicodépendants d'alcool au poste de travail qu'après, quand Gilles s'en occupe en hospitalier. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de permis de conduire, il n'y a plus d'enfants, et il n'y a plus... c'est la solitude. C'est la solitude la plus terrible. En 97, Corinne, vous êtes tombée dans une grave dépression, vous avez été hospitalisée, les médecins vous ont demandé si vous buviez. Ce qui est une question quand même assez étrange, parce que vous ne buviez pas. Je ne buvais pas. Qu'est-ce que vous avez répondu ? J'ai répondu, je me suis mise en colère, et j'ai répondu, non, ce n'est pas moi qui bois, c'est mon mari qui est alcoolique. C'était la première fois que vous disiez ça ? C'était la première fois. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous l'entendre dire ? C'était un soulagement. C'était un grand soulagement. Pour moi, c'est comme si tout sortait.
C'est-à-dire que je pense qu'à partir de ce jour-là, je savais pourquoi moi j'étais malade. Je savais quel était le mal-être dans mon couple. Et c'est tout. Mais je trouve ça déjà énorme. Hein. Bah, bravo pour votre sincérité, madame. Et merci, parce que c'est dur à dire. Mais pensez à toutes celles qui sont dans votre situation aujourd'hui. C'est un message fort que vous leur faites passer. Je trouve ça étonnant que les médecins d'abord lui aient demandé si elle était alcoolique quand elle est arrivée à l'hôpital. On n'est pas très adroit quand il s'agit de famille. On est habitué à l'individuel et surtout dans l'hospitalier. C'est toute une confusion aurait pu être possible à travers le comportement de madame. On aurait pu penser que c'était elle qui avait un problème d'alcool. On a un groupe d'entourage, effectivement, c'est quelque chose que j'ai entendu dire de la part de mamans ou de femmes que leur enfant ou leur proche était hospitalisé et que c'était eux qui étaient agités, c'était eux qui étaient anxieux, c'était eux donc, qui étaient difficiles à comprendre, avec qui on ne pouvait pas communiquer, c'était eux qui étaient inquiétants pour les médecins, alors que le patient, il était dans un état ou comateux. Ou... Faire face donc, à son alcoolisme, ça veut dire arrêter de le cacher pour débuter la guérison. C'est pas simple de dire « je suis alcoolique, j'ai un problème d'alcool ». Jean-Christophe, est-ce que vous êtes capable de prononcer ces mots quand vous avez été trop violent verbalement ou physiquement, vous avez pété les plombs à cause de l'alcool? Vous dites j'ai un problème d'alcool? Oui, carrément. Je dis que le problème l'alcool devient un problème. À part ça... c'est quand même beaucoup ça déjà. Non, mais ça m'a causé beaucoup de soucis, quoi. Quel genre? Disons même par rapport à pas ma famille, parce qu'ils n'ont jamais été... Victimes de ça, mais mes amis, par exemple. Quoi, insultés? Dans les soirées, parce que j'étais avec eux, des gens que je connaissais pas trop, que j'insultais ou que je faisais... Un peu violent? Pas physiquement, non, verbalement. Verbalement? Donc, déjà, se ridiculiser, se réveiller le matin, « Oh non, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai dit ça ». Puis aussi, risquer de perdre ses amis, quoi. Ouais, leur avoir profondément manqué de respect, il faut qu'ils vous aiment pour pouvoir le supporter ensuite, hein. Je suis comme ça, c'est ma personnalité, je suis soupolé, quoi. Surtout en plus que depuis que j'ai arrêté l'alcool, j'ai eu une période où j'étais très irritable, quoi. Fallait pas me bousculer. Donc ça fait partie aussi de ma personnalité, mais l'alcool, ça l'exacerbait, quoi. Alors vous avez donc un rôle de parrain auprès de Christophe, de Jean-Christophe et Christophe. Christophe, vous ne buvez plus depuis quelques années, oui. Vous avez bu pendant longtemps, vous avez pensé pendant longtemps que personne ne le voyait autour de vous. Votre femme ne vous en parlait pas pendant toutes ces années? Vos enfants? Non. Je viens de l'apprendre il y a 15 jours, puisque ça faisait 4 ans que je n'avais pas vu mon fils, qui a aujourd'hui 20 ans. Et voilà, il m'a dit, tu étais marrant quand tu avais bu, mais un père normal ne faisait pas tout ce qu'on a fait ensemble. C'était, je lui laissais conduire sur un parking, j'ai fait des trucs qui le faisaient marrer à l'époque. Mais lui, maintenant, avec le recul, il dit, tu n'étais pas un père normal. Irresponsable? D'abord, il ne m'appelle pas papa. Il m'a dit, pour l'instant, je ne peux pas. C'est dur, ça. Ouais, enfin. Quand je l'ai au téléphone, c'est Christophe. Quand c'est la messagerie, je lui laisse le choix. Je lui dis, oui, c'est ton père, c'est papa, c'est Christophe, tu choisis. En tout cas, Jean-Christophe a accepté d'avoir un parrain, si j'ai bien compris. Ouais, moi, je n'emploierais pas ce terme-là, c'est plutôt un ami, quoi. Vous dites parrain, moi, j'étais assez dans la solitude. Et... Parce qu'au départ, c'est moi qui l'ai appelé, Christophe. Voilà. C'est moi qui fais le premier pas. Comment vous avez eu cette idée? Et comme j'étais pas abstinent à l'époque, il pouvait pas me faire rentrer dans l'association, mais il m'a pas jugé. Mais vous avez appelé spontanément une association? Vous avez appelé spontanément une association? C'est mon père qui a découpé l'article dans le journal local, et puis moi, j'ai vu ça, puis je l'ai appelé pour savoir s'il avait besoin d'un coup de main, quoi. Vous habitez? Puis à côté de ça, il m'a. Vous habitez à Tours? Vous habitez tout seul? Chez mes parents pour l'instant, là, parce que je suis un peu dans la. Vous avez quel âge? 34 ans. 34 ans. Vous avez toujours habité chez vos parents? Non, j'ai eu plusieurs appartements, tout ça, mais à chaque fois, je reviens chez mes parents parce que... c'est le cocon qui vous permet de retomber sur vos pieds? Parce que j'ai pas d'autre endroit où aller, quoi, des fois, quoi. Alors, on va voir comment se passe votre relation à tous les deux avec votre reportage. Vous dites copain, vous dites parrain et filleul. En tout cas, c'est une façon pour vous d'essayer de l'aider comme on vous a aidé. Bonsoir. 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 Tu as du Cérédo? Un jus de tomate, s'il te plaît. Deux jus de tomate? Non, moi je prends une bière. Pression? Ouais. Ok, je vous sers ça. Celui qui boit du jus de tomate, c'est Christophe, malade alcoolique abstinent depuis 3 ans. Pour Jean-Christophe, la méthode zéro alcool est trop extrême, lui préfère parfois s'autoriser un verre. On peut prendre un jus de tomate, un jus de fruits, un café? Non, une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal.
Le moindre je ne événement. veux pas m'interdire de boire de l'alcool parce que je me dis, je me bois 2-3 verres par jour des fois, ou des fois je bois pas pendant 3 jours. Parce que, vous savez, moi, je bois 2-3 verres par jour. Je sais qu'en général, il faut multiplier par 3, par 4, par 5. Non, j'ai un contrat avec moi-même, médicalement, on a le droit à 3 verres par jour. Quand on n'est pas alcoolo-dépendant. Moi, je l'étais pas, je l'étais, mais je n'étais pas à un degré irréversible, quoi. Malheureusement, moi, je sais que si je goûte à ton demi aujourd'hui, c'est l'enfer encore pour moi. Gérer son alcool, on ne peut pas le faire. Je gère pas mon alcool, c'est que... Parce qu'à un moment... Non, je ne retiens pas de boire. Voilà, à un moment ou à un autre, c'est... Quand je décide de boire, c'est je décide. D'accord. C'est pas mon corps qui me le demande, c'est ma tête qui me dit j'ai envie de... Tiens, je vais me taper une petite bière, un petit calva. Jusqu'au moment où c'est l'alcool qui te gère. C'est ça le problème. Pour Christophe, c'est une évidence. Jean-Christophe se ment à lui-même. Comme de nombreux malades alcooliques, il refuse d'admettre sa dépendance. Bon, on va pouvoir démarrer? Ce soir, Christophe a décidé d'aborder ce thème lors d'un groupe de parole. Pourquoi cacher son alcoolisme? Alors c'est quoi? Pourquoi on le cache? Parce que c'est honteux. Voilà, la honte? Bah oui. Pour préserver les proches, pour pas faire de la peine aux autres. Quand je me projette dans l'avenir, par rapport à mes futurs enfants, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, pas des enfants d'alcoolos, j'ai pas envie qu'ils me voient complètement raide, quoi. C'est ça, c'est à eux que je pense en premier quand je pense à l'avenir. Pas faire de la peine? La peine aux proches? Pour pas qu'ils s'inquiètent, quoi, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est comme... Tout en sachant qu'ils savent qu'on boit, mais ils savent pas combien on boit, quoi. C'est notamment le cas de Bastien, le cousin de Jean-Christophe. Il ne s'est jamais alarmé de la quantité d'alcool qu'il consommait. Je t'ai vu 2-3 fois bourré, mais je te voyais pas non plus, tu vois, tout le temps Ah ouais, bourré. non, j'évitais quand même, j'évitais de me montrer dans des états pitoyables. Enfin, c'est pas agréable pour les autres de voir son frère ou son cousin. Je savais que c'est clair que des fois tu lichais un peu trop, mais voilà, comme tout le monde, et puis chacun fait ce qu'il veut. Sonia, l'ex-petite amie de Jean-Christophe, s'est elle souvent inquiétée de sa consommation excessive d'alcool. Pour toi, c'était pas un problème. Ouais. Alors que moi, ça me paraissait fou. Mais est-ce que tu te mentais à toi-même quand tu me disais que c'était pas un problème, ou est-ce que non? Pour toi, c'était vraiment pas un problème? Non, je pense que c'était pas un problème. C'est notre vie, c'est notre corps, on picole, c'est notre choix. Je crois que je me suis jamais posé la question si j'étais dépendant jusqu'à l'année dernière, quoi. Parce que je m'en foutais, je voulais pas de problème, voilà, ça me regardait, quoi. Bah ouais, maintenant, je me bois un verre de temps en temps, et maximum 2, et puis ma consommation, elle a pas augmenté, à nouveau, quoi. Personnellement, je pense que je replongerai pas, quoi. Non, bah, je suis convaincu, ouais. Et puis si je replonge, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas peur grave de replonger? Bah parce que ça me fait pas peur de replonger, quoi. Moi aussi. Ah si, s'il y a bien une chose qui me fait peur, c'est de replonger. J'ai vu passer par tous les étapes pendant que vous regardiez le reportage. Je vais pas me mettre la pression, quoi. Je m'en fous de replonger. Je veux vous en foutez? À mon avis, je replongerai pas. Parce que là, je viens de vivre une période mais catastrophique. Le suicide de mon grand-père, une rupture sentimentale, toute ma famille qui me reproche, toute ma famille qui dit que mon père est parti à cause de moi, qui a pris une maîtresse à cause de moi. Donc j'aurais dû replonger. À cause de vous, à cause de votre alcool? Non, que mon père avait pris une maîtresse à cause de moi. De votre arrivée sur Terre? Tout ça, c'est arrivé ces 15 derniers jours? Ouais, non, en 2 mois. Quoi. En 2 mois. La rupture sentimentale, elle est liée à l'alcool? Non. Vous êtes sûr? Plutôt à des crises de nerfs, ouais, mais c'était... Vous êtes sûr que c'est pas lié? Ouais, un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça peut-être, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'alcool, même quand vous n'êtes pas alcoolisé, commence à vous taper sur les nerfs, quoi? Ouais, si. Ouais. Mais c'est pas la... Je vous ai vu passer par tous les états en regardant le reportage. Je vous ai vu rigoler, je vous ai vu vous boucher les oreilles. Ouais, parce que j'aime pas trop voir mon image. Non, boucher les oreilles, vous la voyez votre image? Ouais, puis la voix, qu'est-ce que vous voulez pareil. pas entendre? La voix? Je sais pas, ça me dérange un peu de me voir à l'écran, là. Vous avez la voix un peu... Je m'aperçois que je parle super vite, quoi. Ah non, vite, non, mais vous avez la voix un peu éraillée, quoi, un peu feutrée, je trouve. Ouais. Et alors? Non, mais je veux dire par là, est-ce que c'est lié à la consommation d'alcool, vous pensez? Ah ouais, non, la cigarette surtout. Cigarette? Ouais. Oui, c'est lié à la cigarette, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe, quand Jean-Christophe commande une bière alors que vous êtes au jus de tomate, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, pas pour aujourd'hui, parce qu'il va bien et tout, mais à un moment ou à un autre, si on a eu ce problème avec l'alcool, on se met en danger tout le temps.
Je le sais, j'ai fait 14 sevrages. Des fois, j'étais 1 an sans consommer d'alcool. Je dis pas abstinence, je dis sans consommer d'alcool. Parce que ce n'est pas l'abstinence. L'abstinence, c'est le jour où j'ai fait le choix. Mais on a des invités ici qui nous disent qu'ils ont connu l'alcool et de manière comme Marie-Jeanne assez forte et que c'est pas obligatoire de devenir abstinent. Eh ben, ils n'étaient pas alcoolodépendants. Moi, je l'ai fait l'expérience. J'ai rechuté avec des bières sans alcool. Quand je buvais 3 bières sans alcool, c'est comme si j'en buvais une. Puis quand j'en buvais 6 bières sans alcool, mais pourquoi il n'y a pas d'alcool dedans? C'est quoi? C'est l'effet psychologique? Il y a de l'alcool dedans. Ah, il y a de l'alcool dedans? Une bière sans alcool, il y a de l'alcool dedans. Ah bon? Voilà. Et c'est ça, le problème, il est là. Et je ne dis pas que je n'ai pas envie de continuer quand je bois ma première bière, mais attention. Mais je sais qu'au bout de 3, je risque de retomber dans... Et vous arrivez à vous arrêter à chaque fois? Ouais, et si c'est pas moi, c'est mon mari qui m'arrête. Ah bah donc vous n'y arrivez pas à chaque fois alors? Bah non, mais attends, je suis pas à part des autres. Je veux dire, quand on est en gardaille, c'est très difficile de s'arrêter. En quoi? En gardaille. D'accord, après on belge avec nos amis. Moi, à la maison, quand j'invite du monde, j'ouvre une bouteille de vin, je la sens, voir si ça sent pas le bouchon, parce que je peux pas, moi, la goûter. Je ne peux ça repart tout de suite. Non, je me l'interdis pas, moi, je l'ai essayé. Moi, je m'interdis pas de boire 2-3 bières par jour et même parfois 4-5 quand je suis en guindaille parce que je sais que mon mari est derrière, qu'il m'arrivera rien. Ouais, vous avez besoin de votre flic quoi, derrière vous. Enfin, c'est un flic que vous aimez, hein, par ailleurs. En fait, on a toujours l'impression que c'est moi la dominante et lui le dominé. Mais non, il joue très bien son rôle de dominant, mais il joue le soumis parce qu'il sait très bien que j'ai besoin de dominer. Mais je veux dire, voilà, on est un couple heureux, comme ça. Je lui fais pas de mal, je ne pense pas. Je ne fais pas de mal à mes enfants. Vous n'avez pas peur qu'un jour vos enfants disent comme à Christophe, oui maman, t'étais rigolote, t'étais joyeuse, mais t'as pas été une vraie maman. Comme attention. Alors, attention, je vais en prendre une, c'est ça? Allez-y. L'élastique est induit, hein. Comme on dit en Belgique, l'élastique est induit. Non, il faut savoir que je suis une mère à part entière. Je veux dire, si j'ai un boulot assez difficile, je rentre chez moi, je me détends avec ma bière. Ça ne m'empêche pas de faire les devoirs avec mon petit garçon. Ça ne m'empêche pas de discuter d'histoire de mes filles avec leurs copains. Et si vous ne buvez pas votre bière, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, ça dépend. Ça dépend. Il y a des vous jours vous sentez moins bien? Non. Non. Bah, une envie, ça passe vite. Hein. Oui, une envie, ça passe vite. Un quart d'heure, 20 minutes, on peut dépasser l'envie? Vous arrivez à le faire, ça? Vous le faites? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une pulsion, j'attends 20 minutes, ça passe. La dernière fois que vous avez bu un verre, vous, Christophe, c'était à quelle occasion? Bah, tout seul, comme ça, en prenant un café avec un petit calva à côté. Et pourquoi? Ça a été une pulsion à ce moment-là? Non, là c'était une envie, là. C'était parce que j'aime bien le goût du calva. Ça détend en fait. Et puis ouais, ça détend un peu. Bah ouais. T'as fini ta journée. Mais il n'y a pas que le goût, hein. Il y a l'effet aussi. Ouais, mais il y a le goût aussi. Ah oui, non, mais il y a le goût aussi, mais il y a l'effet aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais si t'en bois 3-4 ou 2, c'est quand même pas la Bérésina, quoi. Ça dépend pour qui. Je connais beaucoup de Bérésina. Bah oui, ça dépend les cas. On ne peut pas faire l'amalgame. Non. Pensez-vous que... des poivrons, quoi. Vous voyez votre femme saoule, ou en tout cas éméchée, quoi, guette? En gadaille. C'est arrivé, oui. Ouais. Comment vous le vivez? Moi, très bien. Ça vous amuse? Vous vous dites pas qu'elle se met en danger? Elle n'est pas en danger parce que je suis près d'elle, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et la laisser toute seule sortir, vous le faites? Franchement. Oui, ça arrive. Vous êtes ça tranquille arrive, dans ces elle va en cas-là? réunion. Oui, parce que de toute façon, si elle prend le volant, de toute façon, elle ne buvra pas de bière. Ah bon? Il n'y a aucun. Bien sûr que non. Ah ouais? Bien sûr que non. Et vous n'avez pas peur qu'elle replonge dans cet alcoolisme qu'elle a connu quand elle était dans ces sales années? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle ne replongera pas? Ses enfants, son travail, son passé. Et puis peut-être vous quand même en passant aussi? Peut-être. Ah ouais, son flic chéri? Mon bodyguard. Votre bodyguard. Eric, qui vous suivez cette émission en coulisses depuis le début de cette journée, vous êtes au cœur du problème. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à terme essayer de contrôler la situation ou est-ce que vous voulez devenir un abstinent? Non, contrôler, pour moi, c'est pas possible. Non, c'est inenvisageable. Donc, bon, bah là, c'est vrai que j'ai fait une entorse, mais... Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, mais non, c'est pas gérable. Quand on peut gérer la situation de boire une bière ou un verre de temps en temps, pour moi, on n'est pas alcoolo-dépendant. Mais là, vous avez bu un verre. Vous avez bu un verre. Est-ce que ça va vous faire repartir pour autant? J'espère que non. J'espère que non. Logiquement. On va s'occuper de vous après l'émission, j'imagine. Mais on va dire que par rapport aux expériences que j'ai eues, oui. Mais oui, bon, c'est reparti à chaque fois. Non, mais vu que j'ai eu oui ou non. Oui à quoi? Pardon, je vous ai coupé. Oui, vu que j'ai eu l'expérience de repartir, pour ça,
Là, je vais calmer et je vais reprendre les médicaments comme il faut, etc. Parce que médicalement, il y a ce qu'il faut aussi. Hein. Le déclic qui pourrait vous faire vraiment lâcher l'alcool, c'est votre travail, c'est votre famille? Oui, là, c'est le boulot. Moi, c'est le boulot. Et votre femme là-dedans? Ma femme, elle est courageuse, je dirais, parce qu'elle a encaissé pas mal de trucs. Et elle en encaisse encore et elle supporte encore, donc... Fabienne est en ligne avec nous au téléphone. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour. Vous entendez votre mari? Oui, je l'entends, oui. Vous suivez l'émission depuis quelques minutes? Oui, oui. Comment vous réagissez à tout ce qui a été dit? Ce qu'il y a, c'est que, je voulais dire à mon mari que ça fait maintenant 12 ans qu'on vit ensemble. Au début, tout était beau. On s'était dit qu'on s'aimerait pour la vie et après, on a eu une magnifique petite fille. On était heureux, tout allait bien et depuis quelques années, tout a chaviré. C'est qu'on vit que dans la trahison, le mensonge, les disputes. Enfin, c'est plus supportable. Je voudrais que tout cela cesse. D'ailleurs, Eric est au courant et de toute façon, on peut plus vivre comme ça pour les enfants, pour moi. Et là, d'ailleurs, il y a quelques jours, on a failli divorcer, donc c'est plus vivable. Mais qu'est-ce qui se passe au secours, quoi. Qu'est-ce qui se passe Par contre, je tenais à féliciter aujourd'hui de ce qu'il est en train de réaliser pour nous, car il est très courageux, car c'est une personne très timide, comme moi d'ailleurs. Et je pense que s'il m'entend, il doit entendre que je stresse et que je suis que je tremble là. Mais donc, je tenais à lui dire que je l'encourage. Il est en train d'ouvrir son cœur aujourd'hui et c'est ça qui va le sauver. Je suis très fière de lui et tiens bon, Eric. Et de toute façon, sache une chose, c'est que je t'aime. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous répondez à votre femme, Eric? Je suis un peu sous le choc, là. On est tous là. Non, ça fait plaisir. Mais je sais qu'elle me soutient, je le sais, depuis le début, parce que, Mais là, elle est en train de dire c'est -2, quoi. Ouais, oui, je sais, et je pousse le bouchon toujours un peu plus loin, mais... Vous dites? Je dis qu'il y a le bébé qui pleure, alors je vais pas avoir beaucoup de temps. C'est une façon de vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend. Même le bébé est touché, vous voyez. Ouais. Non, c'est... oui, il faut... Je sais qu'il faut que j'arrête parce que moi, contrairement à ceux qui sont sur le plateau, enfin la plupart, je peux pas gérer. Donc... Pourquoi tu peux pas gérer? Parce que si je reprends un verre ou deux, et après c'est foutu, quoi. Donc gérer, ça voudrait dire arrêter complètement. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? C'est aussi la question de votre femme. Qu'est-ce qui est trop dur dans la vie à supporter sans alcool? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est la grande question, je pense. Je pense que c'est la grande question. Gérer la vie sans alcool, si, on peut le faire. Je l'ai fait et on s'en sent très bien, quoi. On est très bien. Mais pourquoi vous reprenez alors quand vous êtes bien? Mais pourquoi je reprends c'est surtout, comme elle a dit, je suis timide, donc ça m'enlève la timidité. Je suis... comment dire... Vous vous sentez alcoolisé, là, avec ce petit verre? Vous vous sentez comme un peu... Non, là, c'est bon. C'est juste matin, désinhibé, quoi. Non, depuis ce matin, je sais même pas, il fait même plus effet. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Fabienne? Il va falloir conclure. Ce que j'espère, c'est m'en sortir carrément et ne plus boire une goutte d'alcool et arriver à... Mais c'est surtout la timidité, quoi, qui fait que... Là, peut-être qu'il a besoin d'un parrain, je suis en face d'un mur blanc, là. Je peux parler. Si j'étais en face de vous, je ne sais pas si j'arriverai à le faire, quoi. D'accord, c'est une première étape. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On embrasse Fabienne. Merci à tous nos invités, à la prochaine fois.